Bonjour à tous. On a tous été traumatisés par ces images de Notre-Dame en flammes. Mais derrière cet édifice emblématique, eh bien, ce sont près de 300 000 monuments non classés, 6 fois plus que les monuments classés qui attendent souvent d'être restaurés, voire secourus, pour 67 000 d'entre eux. Alors bien sûr, nous allons le voir, ces édifices ne sont pas de simples éléments de décoration, ils font parfois vivre la commune. Et alors qu'on fête aujourd'hui les 30 ans des rubans du patrimoine créés par la Fédération française du bâtiment, nous allons mesurer ensemble comment préserver notre patrimoine le plus précieux et les moyens d'y parvenir avec nos invités que je vous présente. D'abord, Christophe Beausoleil, vous représentez la Fédération française du bâtiment. David Nicolas, vous êtes maire d'Avranches et maire référent patrimoine pour l'AMF. Hervé Mounoury, vous êtes maire de Falaise et vous êtes l'un des 5 lauréats nationaux de ces rubans du patrimoine. Et enfin, Bertrand Defedo, vous êtes le vice-président de la Fondation du patrimoine. Alors, messieurs, si vous voulez bien, commençons par ces belles images, justement, qui font en général venir les touristes, qui sont celles des monuments qui ont été lauréats des rubans du patrimoine cette année. Ils sont 69 au total, dont vous, Hervé Mounoury, dont vos halles, dont on va voir les images dans quelques secondes, vos halles de Falaise, puisque vous êtes maire de Falaise, qui est un bâtiment pas si ancien finalement, qui a à peu près 70 ans. Pourquoi ce choix ? Alors c'est un bâtiment qui date de 1953, bâtiment de la reconstruction de la ville après les bombardements de 1944. C'est un bâtiment qui avait mal vieilli, un bâtiment en béton. Et les fers à béton étaient apparents, les bétons se désagrégeaient, il y avait des infiltrations sur la voûte et il était nécessaire, puisque c'est un élément important de la vie des Falaisiens, puisque ces halles abritent notamment le marché couvert du samedi matin, il était important de faire quelque chose. Donc à la fois pour, si j'allais dire, décorer la commune, mais qui a une utilité quotidienne finalement. Oui, c'est un bâtiment en plus qui est au cœur de la ville. Un bâtiment majestueux avec une voûte en béton, très lumineux, qui avait perdu sa luminosité d'ailleurs, puisque au fur et à mesure des quelques adaptations à la modernité, on avait perdu le sens même du bâtiment d'origine. Donc l'objectif était de remettre en lumière ce bâtiment tel qu'il était lorsque l'architecte l'a construit. Et en 2 mots, que vous a apporté la participation à ce concours des rubans ? C'est un coup de projecteur fantastique. Alors, on ne le mesure pas encore, puisque ça reste encore discret. On ne l'a pas encore dit, puisque la remise est dans quelques jours. Mais on va avoir... Alors déjà, c'est un signe de valorisation de ce qui a été fait. Le bâtiment lui-même, l'esprit dans lequel il a été restauré et le coup de projecteur sur les entreprises qui ont participé, parce que derrière, il y a toute une équipe d'entreprises du bâtiment. Et ça va permettre, oui, de le valoriser au-delà de Falaise. Alors vous parliez justement de ces entreprises du bâtiment. Christophe Beausoleil, quand la Fédération française du bâtiment a créé ce concours, qu'est-ce que vous en attendiez et quelle réponse vous donnez aujourd'hui aux communes ? Bonjour à tous. En fait, ça a été créé il y a maintenant, comme vous l'avez dit, 30 ans, pour mettre en lumière notamment les communes et les intercos qui les récompensaient du travail qu'ils faisaient pour restaurer leur patrimoine. Le but, c'est de sensibiliser, bien évidemment, les administrés, de sensibiliser les jeunes au métier du patrimoine, pour faire voir que le patrimoine, c'est un métier qui vit. Ce sont des métiers qui vivent, qui parfois éviter qu'ils disparaissent. Ah oui, bien évidemment. On essaye de transmettre nos savoir-faire. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Là, on intervient sur un bâtiment qui a une cinquantaine d'années, enfin un peu plus de 50 ans, 70 ans. On va intervenir sur des ouvrages qui ont entre 800 ans et une cinquantaine d'années. Les techniques ont changé. Les habitudes des artisans ont changé. Donc déjà, rien que démarrer une restauration, c'est essayer de comprendre comment le bâtiment a été créé, la genèse du projet et les artisans qui ont travaillé dessus. Nous, on est comment on appelle ça, des transmetteurs en fait. David Nicolas, comment on suscite l'intérêt des administrés ?
Alors c'est une bonne question, j'en parlais avec mon collègue il y a quelques instants. Je pense que lorsqu'on touche à des bâtiments qui sont utiles, quand il y a un marché couvert, une église, en tout cas des bâtiments emblématiques de la commune, il n'y a pas vraiment de problème pour les embarquer. Même si aujourd'hui on sait que rénover une église ou des halles, ça représente un budget important à l'échelle d'une année budgétaire communale et qu'il faut faire comprendre que si on injecte 1 million d'euros dans une rénovation d'église, c'est à peu près un chiffre, un montant moyen. Dès lors que vous refaites une couverture ou des maçonneries, eh bien, il faut faire comprendre que ce million d'euros ne sera pas mis pour rénover la voirie, par exemple. Ouais. Donc il faut en effet embarquer les gens, la population, et bien souvent la création d'une association est utile. Elle est d'autant plus utile qu'elle permet de créer un partenariat, par voie de convention avec la Fondation du patrimoine notamment, qui est un partenaire indispensable aujourd'hui aux communes qui veulent s'engager dans la rénovation de leur patrimoine. Alors, on parlera tout à l'heure du rôle clé, justement, de ces associations. Bertrand de Fédot, alors la préservation du patrimoine, c'est le cœur de vos missions, si j'ose dire. Est-ce que le loto du patrimoine a eu un impact direct sur la nécessité d'investir ? Bien sûr que le loto du patrimoine a eu un impact, on peut le mesurer. D'ailleurs, le loto du patrimoine constitue aujourd'hui à peu près le quart des ressources de la Fondation du patrimoine. Et ces ressources sont très nécessaires compte tenu de l'ampleur du sujet. Vous avez cité en commençant un chiffre que peu de gens connaissent. 300 000 éléments du patrimoine en français. Et ce sont des éléments non protégés. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est la Fondation du patrimoine qui a pris l'initiative de faire cet inventaire et qui a été produit pour la première fois à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de 2025 dans cette année. Et nous avons utilisé une technologie très contemporaine, c'est-à-dire qu'on a croisé des bases de données plutôt que d'aller faire une addition locale par locale de ce qu'on pouvait trouver. Et on arrive à une solidité scientifique qui est quand même tout à fait satisfaisante. Et donc 300 000 bâtiments non protégés. C'est énorme. Auxquels il faut ajouter les 46 000 bâtiments qui sont classés ou inscrits. Vous arrivez à 360 000. C'est intéressant, c'est facile à retenir, ça fait pratiquement 10 par commune. Non. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Et pour ça, il faut beaucoup de partenariats. Vous avez cité le chiffre et nous sommes autour de cette table des partenaires avec la Fédération française du bâtiment, avec l'ensemble des maires de France qui sont pour l'essentiel adhérents à la Fondation du patrimoine et la Fondation du patrimoine qui intervient comme un acteur qui finance, mais surtout qui agrège, qui permet à l'ensemble des acteurs de mettre ensemble leur énergie, leur volonté, leurs moyens financiers pour sauver le patrimoine. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. La sensibilisation, on voit qu'elle est de plus en plus présente, mais souvent il manque les sous. Alors, comment vous faites pour financièrement aider toutes ces communes qui ont besoin de faire recours à vous ? La question financière, elle est cruciale et j'allais dire qu'elle est de plus en plus difficile parce que les financements pour le patrimoine viennent d'origines très différentes. Vous avez bien sûr traditionnellement l'État avec les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles. Vous avez des budgets au niveau de la région, vous avez des budgets au niveau du département, vous avez des budgets au niveau des intercos. Et puis nous, on intervient en sollicitant le mécénat populaire qui est très actif. On a à l'heure actuelle en cours plus de 1000 souscriptions en France qui sont souvent adossées, comme vous le disiez tout à l'heure, à des associations qui sont constituées projet par projet et qui portent ces restaurations. Et donc, le problème financier, il est complexe. On n'a jamais assez d'argent, ça c'est une chose, une réalité de la vie. Particulièrement en commune où les budgets sont relativement contraints, on va dire. Mais le rôle de la Fondation du patrimoine, de plus en plus, c'est un rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut ensemble y arriver ? Comment est-ce qu'on peut avoir une connaissance plus précise de toutes ces sources de financement qui sont un peu dispersées ? Comment nous-mêmes, nous pouvons abonder à ces sources en allant en chercher beaucoup des entreprises, puisqu'on a aujourd'hui des clubs d'entreprises dans tous les départements, avec plus de 1000 entreprises qui contribuent par leur mécénat local au financement du patrimoine. Et donc ce sont des petits ruisseaux qui font des grandes rivières et qui convergent sur ce patrimoine.
Hervé Monory, vous, comment vous avez financé vos travaux? Comme vient d'expliquer le président, mutualisation de financement de la part de l'État, de la part de la région, du département et le reste à charge pour la ville. Alors, pas d'association et pas de financement participatif sur ce projet-là, mais on a un autre projet qui est en cours, la restauration d'une église. Ça n'arrête pas à Falaise. Et ça n'arrête pas. Mais on a beaucoup d'éléments classés. Pour une ville de 8000 habitants, j'ai 4 églises et 2 châteaux, pour vous donner une petite idée. Et donc sur l'église Trinité qui a eu le loto du patrimoine l'année dernière, on a lancé une souscription et on est à plus de 31 000 € de collecte là en l'espace de quelques mois. David Nicolas, quels sont les principaux obstacles quand on se lance dans la restauration d'un édifice? L'argent, bien évidemment, mais pas uniquement. Quand on est à la tête d'une petite commune, lorsqu'on est maire, un conseil municipal, surtout quand l'église n'est pas protégée, qu'il n'y a ni inscription ni classement, vous l'avez dit, c'est une portion importante du patrimoine national, eh bien c'est la question de l'ingénierie qui revient. Pour un maire, s'il est mal conseillé, alors heureusement, nous avons encore des ABF dans les départements qui peuvent orienter le maire vers de bons artisans, surtout vers une bonne maîtrise d'œuvre. C'est la clé, une bonne maîtrise d'œuvre. Moi, je serais d'avis de systématiquement orienter vers un architecte du patrimoine, parce que ce sont des gens qui sont formés pour traiter les monuments anciens, qu'ils soient de la reconstruction pour la Normandie ou bien de l'époque médiévale. Mais l'architecte du patrimoine sait comment traiter un bâtiment ancien. Ce qui n'est pas le cas d'un architecte lambda ou d'une maîtrise d'œuvre qui serait désignée comme ça un peu à la petite semaine. Je crois que vraiment la clé, c'est la maîtrise d'œuvre qui va constituer l'ingénierie et qui va aller chercher les bonnes entreprises, en tout cas orienter les choix de la commune vers les bonnes entreprises, notamment au moment de la consultation. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et là, il faut effectivement s'appuyer sur l'expertise de l'architecte des bâtiments de France, éventuellement contacter la DRAC, même si le bâtiment n'est pas protégé. La DRAC aura forcément un avis et une oreille attentive. Je préside aussi la CRP, la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Normandie. Et on peut aussi, lorsque l'église n'est pas protégée ou le bâtiment visé, engager une étude pour voir si elle ne mérite pas précisément une protection. Ça peut être aussi une étape vers des financements de l'État si l'église finit par être protégée ou le bâtiment finit par être protégé. Christophe Beausoleil, comment concrètement la Fédération française du bâtiment peut aider les communes? Elle les aide par des conseils, essentiellement. D'accord. La fédération, elle est après répartie sur des fédérations départementales. Donc il y a toujours quelqu'un en direct avec les élus pour discuter de ces sujets-là. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit. Les budgets, c'est forcément contraint et forcément les élus, vous avez des contraintes énormes. Mais je pense qu'il faut qu'on change de logiciel. Un monument, c'est ce qui attire aussi les touristes. D'accord. On a 100 millions, je crois, de touristes en France. Ils ne viennent pas que pour aller chez Euro Disney. Je pense qu'ils viennent aussi pour visiter notre pays. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques années. 1 euro investi, c'est 10 € redistribués via les entreprises qui travaillent, parce qu'en règle générale, elles sont locales. Donc via la FFB, on peut apporter aussi des compétences techniques. Mais elles sont locales, la plupart du temps. C'est des ouvriers qui sont localement et qui habitent localement dans les communes ou dans les communes proches. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de logiciel. Ce n'est pas une dépense, ça reste un investissement. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message auprès de tous les acteurs du patrimoine au sens large. Alors, il y a aussi parfois des idées originales qui viennent du terrain, si j'ose dire, par le biais associatif, par des opérations promotionnelles dont vous me parliez. Hervé Monory, est-ce que vous pourriez me citer quelques opérations, j'allais dire caritatives, qui ont permis de donner un coup de pouce à ces restaurations? Alors, sur le projet des Halles, non. Par contre, sur la fameuse église Trinité qu'on a à côté, oui. On a organisé au printemps dernier un après-midi choral
en mobilisant toutes les chorales de la ville et du secteur. Et on a fait une levée de fonds comme ça. Ça a commencé le matin, on a fait passer 5 chorales de mémoire, ce qui fait qu'il y a eu 5 églises quasiment pleines. Donc ça a représenté plusieurs centaines de personnes. Et ça a permis de collecter quelques milliers d'euros qui sont venus abonder la générosité des donateurs à la collecte. Et pour vous, monsieur Nicolas, vous me parliez notamment d'une église qui s'est transformée en brasserie de façon à pouvoir être maintenue, être préservée. Alors ça, c'est un exemple assez rare, mais qui finit par faire des émules. C'est l'église Saint-Nicaise de Rouen, donc une église médiévale qui a été en partie reconstruite à l'époque contemporaine et qui a été désaffectée pour devenir une brasserie. Alors la DRAC et le service des monuments historiques de Normandie a été très accompagnant sur ce projet parce qu'il y avait un intérêt patrimonial évident, l'église est protégée, elle est classée, et surtout un mobilier particulièrement précieux dont il a fallu travailler à la fois sur le maintien, avec une servitude qui s'impose donc aux propriétaires des lieux, et même un déplacement de certains objets, notamment qui avaient une fonction cultuelle forte, vers d'autres églises. Donc il y avait vraiment un travail très minutieux qui a été fait sur cette réaffectation d'un bâtiment à vocation cultuelle qui aujourd'hui est devenu une brasserie qui accueille également du public. C'est une belle réussite et un bel exemple de reconversion du patrimoine dans un objectif précis qui est sa sauvegarde. Bertrand de Fédot, vous avez sans doute aussi un rôle de conseil pour permettre de choisir un petit peu les édifices qui vous semblent les plus à même d'être restaurés. Bien sûr, on accompagne beaucoup les acteurs sur le plan du conseil. Et d'ailleurs, vous voyez, sur le plan de la question financière, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui me paraît essentiel. C'est que c'est vrai qu'on n'a pas assez d'argent, mais c'est vrai aussi qu'il faut qu'on fasse un effort au moins aussi important pour réduire les coûts. Il y a à l'heure actuelle, sur l'entretien du patrimoine, au fond, une habitude qui est de faire les choses très très bien, de retrouver à l'identique, etc. Il faut qu'on change notre logiciel là-dessus. Au fond, le patrimoine, c'est comme une maison de famille. Si nos maisons de famille, on les entretenait en voulant tout faire tout à la fois et magnifique, bah, il n'y aurait plus de maison de famille. Bon. Et donc, il faut absolument travailler à la réduction des coûts. Et pour la réduction des coûts, il y a 2 choses importantes à faire. La première, c'est qu'il faut beaucoup accentuer l'effort d'entretien, parce qu'un bâtiment entretenu coûte beaucoup moins cher qu'un bâtiment qu'on laisse se dégrader et que brutalement, il faut restaurer. Et la seconde chose, c'est qu'il faut analyser les coûts, avoir des bases de référence, être capable d'apprécier un prix, de mettre en concurrence. Or, on a une succession d'étapes dans la restauration des bâtiments de patrimoine qui font que, de fait, ces étapes successives accroissent les coûts. On consulte des architectes qui sont excellents. Les architectes du patrimoine, ils sont excellents, mais un architecte qui fait bien son boulot, il arrive et il dit, écoutez, votre église, voilà, j'ai tout compté, il y en a pour 1,5 million ou il y en a pour 2 millions. Si on veut dissuader un conseil municipal d'engager des travaux, on ne fait pas mieux. Il faut donc être là, en position de conseil, d'assistance, en disant oui, mais sur votre million, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens du bord, qu'est-ce qu'on peut faire avec les volontaires, avec les bénévoles, etc. Comme ça se passe beaucoup en Angleterre d'ailleurs. Donc il faut changer la culture si on veut arriver à accompagner ces 300 000 ou 350 000 éléments qui constituent le patrimoine, si on veut les sauver, si on veut les transmettre, comme vous le disiez. Il faut vraiment que ce ne soit pas un gouffre financier. Donc il faut faire un très gros effort sur l'approche de la réduction des coûts. Voilà. Au départ, ce sont tout de même des chantiers assez lourds. Christophe Beausoleil, est-ce que vous partagez le point de vue de Bertrand de Fédot? En partie. Parce que forcément, effectivement, il faut être rigoureux, il faut être attentif. Je suis d'accord avec vous, quand on présente un projet qui dépasse le 1 million d'euros sur des petites communes de 2000 ou 3000 habitants, forcément, ça rebute les gens. Après, il y a forcément peut-être des choses qu'on peut faire avec du bénévolat, mais il y a des techniques anciennes qu'on ne pourra pas le faire. Parce que c'est des techniques qui s'apprennent, et là on revient au savoir-faire dont on parlait tout à l'heure. Nous, on prend des jeunes qui sortent des CAP, mais il nous faut à peu près une dizaine d'années pour les accompagner et qu'ils mûrissent leurs compétences dans le domaine de la restauration du patrimoine. Autant faire du neuf, on répète les gestes, ça va. Là, sur la restauration du patrimoine,
En fait, on a des ouvrages, des édifices qui ont bougé à travers le temps. Donc, nos ouvrages spécifiques, moi, dans le cadre de la ferronnerie d'art, forcément, on subit des déformations et on ne peut pas se permettre de reposer des ouvrages d'équerre. Il faut qu'on sache refaire les ouvrages à l'identique en conservant les déformations du temps. Donc tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend pas en un an, ça s'apprend en une dizaine d'années. Donc forcément, il y a peut-être des travaux qu'on peut effectivement déléguer à des associations, mais dès que ça commence à devenir technique, je pense qu'il faut faire attention, et vous l'avez dit, il faut l'entretenir, le patrimoine. Si on fait une opération tous les 20 ans ou tous les 30 ans, effectivement, elle est excessive. Si on arrive à entretenir ce patrimoine-là au fil de l'eau, en gérant les urgences, comme vous l'avez dit aussi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais il faut faire attention à bien conserver les techniques anciennes, les savoir-faire anciens. Hervé Mounoury, on le voit, les halles de Falaise ont nécessité un nombre de métiers artisanaux extrêmement importants, et notamment ces verres qu'on a vus sur nos antennes. Vous, quel avis avez-vous sur ce que vient d'évoquer Christophe Beausoleil? Alors, sur la partie entreprise, il y a des choses on est obligé d'avoir recours à des professionnels dont c'est la spécialité. On le voit, nous, on a eu cette découverte de la voûte qui avait été calfeutrée à la fin du siècle dernier. Et en l'enlevant, on s'est aperçu qu'on retrouvait un dispositif d'origine qui permettait de gérer l'acoustique. C'est-à-dire que l'acoustique avant la rénovation était catastrophique, on ne s'entendait pas à 2 mètres, et aujourd'hui vous pouvez faire un concert et voilà. Ça a nécessité plusieurs corps de métier. Voilà, donc ça, quand on a l'expertise d'une entreprise spécialisée, on avance et on fait les bons choix. J'ai un autre sujet patrimonial qui est la restauration d'un vieux lavoir. Et là, par contre, et là je vous rejoins un petit peu, sur certains aspects, on peut faire travailler des bénévoles. On a fait un chantier bénévole de restauration parce qu'on a la chance à Falaise d'avoir des anciens maçons MH, donc ça aide. Et ils ont encadré un chantier de restauration d'un certain nombre de murs autour du vieux lavoir. Donc en combinant les deux, on arrive à optimiser. Mais c'est vrai que le coût reste souvent la difficulté pour lancer ces opérations, même si, et c'est peut-être le point qu'on évoquera juste après, même si l'attachement de la population à l'édifice en question simplifie les choses. Mais ça, on en reviendra, on sera peut-être la question d'après. Bertrand de Fédot, oui, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer le haut niveau de savoir-faire de la FFB et les coûts. Et le travail que l'on peut demander à des bénévoles. Il faut les faire converger. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Le rôle qu'a la FFB est déterminant sur la transmission des métiers, la qualité des ouvrages, etc. Ça, c'est essentiel. Mais la force de travail, il faut probablement la solliciter davantage. Quand je vois, par exemple, les partenariats qu'on a avec des associations comme Rempart, qui font des restaurations très encadrées, avec des compagnons qui sont mis à disposition les étés, etc., dans des camps de restauration qui sont des lieux à la fois de transmission des savoirs, souvent de réinsertion pour les jeunes, on s'aperçoit que le patrimoine joue un rôle absolument déterminant, y compris dans la construction du corps social. Et ça vient de la convergence entre la qualité des savoir-faire qui sont portés par les compagnons, qui sont portés par la FFB, et la sollicitation de la bonne volonté, du bénévolat que l'on trouve sur place. C'est les deux qui font la force. Alors pour conclure, j'ai envie de vous poser cette question un peu provocatrice, j'entends bien. Est-ce que cette préservation du patrimoine, c'est un peu un combat perdu contre le temps, ou est-ce qu'il faut amplifier les moyens, et est-ce qu'on en a justement les moyens ? Alors, selon moi, le combat n'est absolument pas perdu. Bien au contraire, en fait, on est dans une société qui est un peu perdue, qui cherche des repères. On parle beaucoup d'identité, pas toujours d'une manière forcément très positive. Et au contraire, je trouve que le patrimoine, nos patrimoines, dans leur diversité, ont cette capacité à cristalliser, à faire converger souvent des personnes qui peuvent avoir des points de vue différents. Et je pense que cette capacité que le patrimoine a à faire société, à faire commune finalement,
doit être encouragé. Il est là, en tout cas, il est en germe. Alors, des moyens supplémentaires, oui, même si je pense qu'on peut, comme cela a été dit, trouver des pistes d'économie, faire preuve d'intelligence. On parlait justement des montants exorbitants parfois qui sont annoncés par les architectes, mais l'architecte a un devoir de conseil, et à travers ce devoir de conseil, il doit nous permettre de planifier dans le temps, expliquer aux habitants que l'église ou le monument historique ou non historique sera restauré sur 10 ans, c'est parfaitement possible. Phaser, expliquer que de toute façon, nos monuments, notre patrimoine, c'est souvent constitué à l'échelle d'un siècle entier, voire plus, lorsqu'on parle d'église notamment. Donc il faut être capable aussi de faire preuve de patience face au patrimoine, de patience et de bon sens. Hervé Monory, vous êtes d'accord? Oui, je partage complètement. La clé d'entrée sur l'acceptabilité de la somme, qui est souvent importante, c'est l'attachement viscéral que peuvent avoir les habitants à leur patrimoine. On a cette chance sur les éléments que l'on a restaurés ces dernières années, d'avoir vraiment un attachement fort. Si je prends la fameuse église de la Trinité, c'est là que 350 Falaisiens s'étaient réfugiés au moment des bombardements de 1944. Donc il y a un attachement fort. D'ailleurs, on a eu dans le cadre des financements, un point important que je n'ai pas cité, je le fais très vite, ce sont des legs. Les legs, on a eu des legs pour financer les restaurations du patrimoine. Et ça, c'est un point vraiment important qui marque l'attachement des habitants à leur patrimoine. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence et de vos éclairages. Et je vous souhaite à tous un très bon Salon des maires. Merci à tous.